Oui, donc Bruno Le Maire, ça y est, c'est fini, il est parti, là, il a fait les valises, là, ouais, 2-3 cartons à terminer, voilà, puis il va s'en aller tranquille. Si, il y avait le petit discours d'adieu de Bruno Le Maire, vous avez vu le discours d'adieu de Bruno Le Maire? Moi, je pense qu'on peut se le faire, parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on va l'entendre, donc je pense qu'au moins, on peut être réglo, on s'est foutu de sa gueule pendant des années. Bon, Bruno, je pense que là, c'est quand même dans tes cordes, il y a 2 petits fours à bouffer, voilà, faut me serrer 3 pinces, dire merci. Donc normalement, on est à l'abri d'une dinguerie. Comme dirait Michel Sardou. J'en ai marre. Michel Sardou, tu conclus tes 7 ans de... Michel, tu touches pas à Michel. Est-ce qu'on est clair? Bruno, tu ne touches pas à Michel. T'as pas le droit. Ok? Michel, c'est sacré. Trop de soirées, trop de soirées sur les lacs du Connemara, tu n'as pas le droit. Il y a des gens qui ont donné la vie sur Michel Sardou. Il y a des gens qui ont conçu la vie sur Michel Sardou. Tu crois qu'il y a des gens qui ont conçu la vie sur renflement brun? Oh putain, ça m'excite, chérie, viens vite, c'est le moment. Non, personne. Personne, Bruno. Tu n'as pas le droit de t'attaquer à Michel. Putain, laquelle il va choisir, cet enculé? Ils ont la vodka, mais c'est tout. Bah si, peut-être il va faire des remakes, je sais pas, des reprises, un peu d'originalité. Je fais référence à la fameuse chanson de Michel Sardou. Vous connaissez? Ils ont le pétrole, mais c'est tout. La meilleure chanson de Michel. Ceux qui sont des vieux abonnés des lives connaissent. On va faire une petite pause sur Bruno Le Maire, parce que t'es chiant en fait. Mais non, alors, vous regarderez, je mettrai le lien en description au replay. Le clip, il est sur Dailymotion. Ils ont le pétrole, mais c'est tout, de Michel Sardou. Donc j'explique le concept. Années 70-80, je sais plus. Bon, Michel Drucker, il a pas bougé, il est là. Michel, il a bougé, Michel. Mais Michel, il est là, pantalon pas de def, on est à la cool. Et il fait une chanson qui s'appelle Ils ont le pétrole, mais c'est tout. Bon, t'as compris que c'était un peu hostile. Et donc, le truc de la chanson, c'est qu'en gros, il t'explique que, c'est les paroles, hein, que dans 10 ans, il n'y a plus de pétrole. Que, en gros, l'islam, ça va les saouler. Et que max, début 2000, ils sont tous en France en train de boire du Moët et Chandon. Et qu'ils ont quitté l'islam. Bon, petite erreur géopolitique de Michel, hein, qui te fait un point commun avec Bruno Le Maire. Alors là, si, pour le coup, effectivement, peut-être que Bruno Le Maire a le droit de se revendiquer de Michel Sardou sur la géopolitique. Mais cette chanson est incroyable. Il finit à la fin et il te dit je te montrerai ma cave, tu me présenteras ta sœur. C'est incroyable. Le mec, il est en train... Bamboula, tiens, je te file une caisse de pif, là. Vas-y, prends un verre de sangria, là, je vais niquer ta sœur. C'est incroyable. Et donc, le clip... Parce que le machin, cette dinguerie est en direct, ils ont mis du sable sur le plateau, des barils de pétrole, des kalachnikovs, des liasses de billets de dollars, une rangée de danseuses du ventre et un dromadaire. Incroyable. Et il y a Gainsbourg qui est invité à chanter, sauf que Gainsbourg n'a absolument aucune envie de participer à cette connerie, parce que c'est une dinguerie ce qu'il raconte. Donc il reste tout le clip en arrière-plan, parce que c'est en direct, en train de tripoter le cul des pauvres danseuses qui sont vas-y, il fait le vieux là, il pue l'alcool, c'est un enfer. Et donc Michel, il est là tranquille et il conclut le clip. Il se met devant le dromadaire à genoux, il met les mains comme ça et le fils de pute, il prie devant le dieu des dromadaires. Il prie le dieu des dromadaires. Michel, incroyable. Est-ce que tu penses que tu peux rivaliser avec ça, Bruno? Tu ne peux pas. Donc tu laisses Michel tranquille. Je vous aime, mais je pars. Attends, il a choisi celle-là? Je vous aime et je... Tu nous as turbo-enculés pendant 7 ans et tu nous aimes? Allô? Fils de pute! Le principe d'une relation BDSM, c'est que c'est consenti entre les deux partenaires, en fait. C'est pour ça qu'on a mis en place des mots de passe quand ça dérape, pour qu'on s'arrête, tu vois, chaussettes, tartiflette. Arrête d'augmenter mes impôts, fils de pute, on va se pendre. Tu vois, normalement, des trucs qui t'alertent. Il est con, lui. Avant de partir, je tenais à vous inviter. À bouffer? Ah, c'est sympa, ça. Enfin, c'est sympa. Non, c'est normal, avec le fric que tu nous dois. Mais j'apprécie, ça, c'est cool. Pour vous remercier, toutes et tous, du fond du cœur. Attends, pourquoi ça coupe? Il nous a invités où, là? Attends, l'invitation, c'est ta petite sauterie, là? C'est les 15 personnes devant le perron, là? Fils de pute. Non, t'aurais pu faire péter un week-end aux Seychelles. Un parc Astérix, sois pas rare avec ce que tu nous as mis. Je suis extrêmement déçu, là. Pourquoi j'ai pas reçu mon invitation, moi, d'ailleurs? Ah non, il a invité que les gens qu'il aime bien. C'est pour ça qu'ils sont 15, d'ailleurs. Excuse-moi, j'avais pas compris. Nous avons engagé cette grande transformation économique de la France. Pas du tout. Que dalle. Et même si c'était vrai, tu vois, je suis gentil, c'est ton dernier jour. Bruno, 7 ans pour engager un truc?
quel que soit le sujet, c'est trop long. 7 ans pour s'engager, c'est beaucoup trop long. J'ai divorcé à cause de ça. Donc, tu vois ce que je... Non, c'est pas possible. Contre la valse des impôts. La valse des impôts. Ça veut rien dire. Ça veut que dalle. Mais c'est obligé que ça veuille rien dire, parce que sinon, on va te demander des trucs concrets et t'as pas de bilan. La valse des impôts. Nous avons revalorisé le travail. C'est vrai. Mais vous avez oublié le salaire et les droits sociaux qui vont avec. On était à ça. Vraiment, on y était presque. Je continuerai naturellement. Non, 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 non. Non, tu continues rien. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous là? Gabriel Attal, il nous a fait sa vidéo là. Je continuerai à travailler pour... Ne continuez pas. Donc, la politique, la littérature, les costumes, tout, rien. Tu continues rien. Tu ne continues rien. C'est qu'est-ce qu'ils ont? Moi, dans les années 80-90, quand les politiciens ils se barraient, ils disaient pas attention, je vous promets, je vais continuer. Non, ils se cassaient. Pourquoi ils veulent tous continuer là? Je le précise, habiter en France. Alors là, je m'y attendais pas. Il reste en France? Non, on applaudit. Attends. Tiens, alors là, franchement, le mec a exonéré des impôts sa classe sociale, il a supprimé l'ISF, et maintenant il a le courage de rester. Putain, il y en a plus des comme ça. Hein. Il y en a plus des hommes politiques comme ça. Il va nous manquer. Hein. Qui est ma patrie, ma vie, ma passion. Ma passion. Ma passion. C'est mon bonheur, c'est ta passion. Qu'est-ce qui t'arrive, extrême limite? C'est ta passion, la France? Je veux rien dire du tout. Honnêtement, hein, je m'en cache pas, je fréquente beaucoup le milieu souverainiste, et y compris des souverainistes durs, des mecs durs. Personne ne m'a jamais dit, une fois, Greg, la France, tu sais, c'est ma passion. Mais non, ta passion c'est le golf, ta passion c'est les putes, ta passion c'est les voitures de... C'est ce que tu veux, c'est la littérature, mais c'est pas la France. La France c'est ma passion. Ça, arrête, ça c'est un slogan pour les JO. Je finirai par Aristote. Dans toute action, le bien c'est la fin. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit tout le reste. Mais oui, mais là ta fin, ils sont 18, il n'y a que des vieux, et vous êtes au fin fond d'une arrière-cour. Si t'as fait toute ta vie, là, tes 22 ans de vie politique pour cette fin-là, ils n'avaient pas de grandes ambitions. Car c'est en vue de cette fin qu'on accomplit tout le reste. Alors peut-être que c'est en vue de cette fin si chaleureuse, dans cette cour, avec vous, que nous avons accompli ensemble tout ce qui a été accompli depuis 7 ans. Ah, c'est avec les gens qui sont là que t'as accompli tout ça, là? Bah, vous me relevez le nom de tous ces fils de pute. On ira les chercher jusque dans les chiottes de l'EHPAD. Parce que quand tu vois la couleur des cheveux, tu te dis quand même que, hein, voilà, ça doit bien sentir le formol. Demain, je retournerai donc à ma première vocation, l'enseignement. Quoi? Ah, parce qu'il va déglinguer nos gosses maintenant? T'as compris, déglinguer nos gosses, mais c'est pas fournirait, mais c'est ça que tu... Ah ouais. Je suis donc heureux de reprendre le chemin des cours, cette fois sur les sujets économiques. Économiques? C'est ça que t'as choisi? Il y a des cours sur comment déglinguer une boîte en un an, en première année de fac d'économie. Tu vas leur apprendre comment on déglingue le pays en 360 jours, je comprends pas. Et géopolitique. Et géopolitique aussi. Donc il va aussi leur apprendre comment on déglingue le pays des autres. Enfin en théorie, hein, voilà, oui, on va pas en reparler. Bon après ils vont pas lui faire enseigner la littérature, on a vu le résultat. Hein. Ça va pas être l'écologie non plus, hein. Donc oui, c'est un choix par défaut, hein. Effectivement. Hein. Après, il y a des gens, il y a des mauvaises langues, je vois dans le chat, qui disent non, mais il a dit qu'il se tirerait en Suisse. Non, il va pas se tirer en Suisse. Non, il reste en France. Enfin, j'ai pas l'impression. Hein. En même temps, la Suisse, ça tourne bien. Ils ont pas besoin que Bruno Le Maire aille leur donner des cours d'économie, tu vois. C'est Bruno Le Maire qui donne des leçons d'économie à un Suisse, c'est comme Darmanin qui donne des leçons d'abstinence à Mère Teresa. Tu vois ce que je veux dire? Ça colle pas. Oui, au départ, je voulais mettre l'abbé Pierre, mais c'est pas le moment. Mais du coup, je suis curieux de voir si en commission, ça s'est passé comment? La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Ça a l'air de s'être moins bien passé. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face, une fois de plus, à une telle autosatisfaction. J'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire. Je vois, Jean-Philippe Tanguy, que vous gardez des propos aussi outrés que ceux que vous avez eus sur Michel Barnier. C'est normal, vous avez été fait dans le même moule, hein, donc tu vois. C'est comme Macron, en fait. Moi, tu reprends les vagues de Thierry Leluron sur Giscard, en fait, en vrai, elles passent. Hein. Ça doit être de nature. Moi, je suis toujours surpris de cette manie des nationalistes de taper sur la nation française. Mais fils de pute. Attends, déjà, on a Mélenchon qui nous dit la République, c'est moi, mais alors toi, t'es la nation, carrément, parce qu'il t'attaque toi, il attaque la nation. Non, arrête. Non, pas à nous.
Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb. Vos propos outranciers, décalés, mensongers et faux ne font qu'alimenter le Rassemblement national. Le meilleur carburant du Rassemblement national, c'est la France insoumise. Oh là 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 là. Il ne répondra à rien, putain de merde. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise. Putain, mais Bruno, un peu de panache, merde, c'est la dernière. Tu peux pas débouler, porter tes couilles, dire ouais, je t'ai enculé, alors tu vas faire quoi? Ouais, je vous ai tout piqué, ouais. Puis j'ai baisé ta femme, à toi aussi d'ailleurs. Hein, voilà, mais je vous emmerde tous. Là, je me barre, là. Tu vois, j'ai les pesetos, là, plein les poches. Hein, je me casse et je vous emmerde. Voilà. Non, mais voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Fallait porter tes burnes, bordel. Tu peux pas être un peu gangsta, là, jusqu'au bout, bordel. La polémique soulevée par la fête d'adieu de Bruno Le Maire qui laisse une dette augmentée de 1000 milliards d'euros. Attends, c'est pas la fête qui laisse... Non, d'accord. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il a fait une fête d'adieu et il a claqué un pognon de dingue. Eh ben si, il nous nique notre mère. Pardon, excusez-moi, il l'a fait, il a dit, ouais, alors, tu sais quoi? Caviar pour tout le monde, tu vas faire quoi? C'est-à-dire que même le jour du départ, t'as réussi, dans les dernières secondes, hein, regarde, jusqu'au dernier gobage de petit four, c'était ma dernière magouille. Voilà, c'est... Après, là, je vois que Libération m'a quand même fait un article de fact-checking, donc la check news. Ils ont dit que c'était faux. Non, ils ont dit non, Bruno Le Maire n'a pas organisé un fastueux pot de départ. Ils ont mis des guillemets à fastueux. C'était pas fastueux. Donc ça, c'est du débunkage. C'était pas fastueux. Ça va quand même. 15 putes, 50 grammes de coke pour 1500 personnes. Tu vois, c'était pas Biarritz non plus. Donc faut pas déconner. Hein, oui, je sais pas. Je ne vous crois pas. Le fact-checking. Je vous crois pas. Je suis désolé, je vous crois plus, on vous croit plus, puis personne ne vous croit. Et vous savez pourquoi on vous croit plus? On vous croit plus parce que précisément le principe de la prévention contre les fausses informations, c'est de faire marcher son esprit critique. Et l'esprit critique nous enseigne 2 choses. La première, c'est qu'on ne pourra pas tout étudier. Et la seconde, c'est que du coup, quand on n'étudie pas un sujet, ou en profondeur, ou qu'on hésite entre 2 options, eh bien, la prudence invite à opter, a priori, pour l'hypothèse la plus probable. Et si j'en applique la méthodologie de l'esprit critique, qu'est-ce qui est le plus probable? Que les 86 affaires qui collent au cul du gouvernement aient à chaque fois été une gigantesque mécompréhension organisée par la fachosphère et que j'ai rien compris, ou que cette bande d'escrocs nous prend pour des cons depuis 7 ans. C'est pour ça que vous faites 1300 vues, redire Reichstadt et compagnie. C'est parce qu'en fait, quand on applique la méthodologie qui est censée être la vôtre, on en arrive précisément aux conclusions inverses des vôtres. Il est infiniment plus probable qu'Emmanuel Macron se torche le cul avec la démocratie et nous pique notre fric, plutôt que le fait que « Ah ben merde, il a pas fait gaffe ». Tu vois, c'est pour ça qu'on vous croit pas. T'es un voleur, Bruno. Tu nous as volé notre fric, tu nous as volé les élections. Alors sur les élections, visiblement, François Bayrou n'est pas d'accord. François Bayrou, il dit non, il dit que c'est pas ça. Vous voyez bien, le but de cette élection n'était pas de désigner un vainqueur, c'était d'écarter des gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. Vous vous rendez compte de ce que le mec vient de dire? Le but de cette élection, c'était pas d'élire. Non, on a... Ça y est, c'est au final. C'est officiel, tu es le boss final de la novlangue. Tu es le boss final de la fils de puterie. C'est le nouveau truc. Ça y est, on est allé au bout de la boucle. Le but d'une élection, c'est plus d'élire. Mais non, bien sûr que non. C'est quoi le... Nouvelle règle? Mais non, ça marche pas comme ça. Le pire, c'est que c'est même pas... D'ailleurs, je dis des conneries. Ils ont pas changé les règles. Hein. Ils les ont exploitées. François Bayrou, tu sais, c'est ce joueur chiant
que tu as dans ton équipe de jeu de rôle, tu sais, qui passe plus de temps dans le rulebook pour essayer de trouver les glitches dans le livre de règles qu'à bosser l'interprétation de son personnage. Ah mais non, mais je suis désolé Greg, parce que moi je suis désolé, je suis rôdeur, et techniquement, en lieu naturel, j'ai un bonus de +4 au jet de soin. Là j'ai mis un pied dans le pot de fleurs, il n'y a rien dans les règles qui disent que ça marche pas. Non, par contre il y a un truc dans les règles qui disent que tu vas en tôle, en fait. François, c'est ça, normalement. Mais bon, avant d'exploiter les règles, il faudrait commencer par les respecter. D'ailleurs, c'est très intéressant, regardez bien ce qu'il dit. C'était d'écarter des gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. C'était d'écarter les gens dont on ne voulait pas et des extrêmes. Les extrêmes et les gens dont on ne voulait pas ne sont visiblement pas les mêmes personnes. On avait vu. Mais c'est gentil, parce que dans sa loose, Bayrou, il arrive quand même, en 12 secondes de loose, à lâcher 2 infos. C'est quand même cool. Bon, sinon, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est parti cette semaine. C'est Thierry Breton. Petit ange parti trop tard. Thierry, qu'est-ce qui s'est passé? Thierry Breton quitte brutalement. Brutal, Thierry. C'est un cow-boy un peu. Ben si vous allez voir, c'est un cow-boy. Il quitte brutalement la Commission européenne, désavoué par Ursula von der Leyen. Pourquoi le commissaire français a-t-il démissionné? Au lieu de poser la question, vous lisez sa lettre. Il a fait une lettre en anglais, Thierry Breton. Alors, chère présidente, le 24 juillet, vous avez écrit aux États membres leur demandant de nommer des candidats pour le collège des commissaires 2024-2029. Le 25 juillet, le président Emmanuel Macron m'a désigné comme candidat officiel de la France pour un second mandat au collège des commissaires. Ça fait vraiment Warhammer 40 000. Comme il l'avait déjà annoncé publiquement, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Il y a quelques jours, dans la dernière ligne droite des négociations sur la composition du futur collège, vous avez demandé à la France de retirer mon nom pour des raisons personnelles que vous n'avez à aucun moment discuté directement avec moi. Tu l'as niqué? Personnel. Et vous avez offert, en échange politique, un portefeuille prétendument plus influent pour la France dans le futur collège. Un autre candidat vous sera désormais proposé. Au cours de ces 5 dernières années, je me suis efforcé sans relâche de défendre et de faire progresser le bien commun européen au-delà des intérêts nationaux. Oui, ça on l'avait remarqué. Oui, c'est au-delà des intérêts nationaux, ça on l'a vu. Et partisans, moins. Cela a été un honneur. Cependant, à la lumière de ces derniers événements, témoignage supplémentaire d'une gouvernance douteuse. Non mais il est au max là Thierry, c'était une gouvernance douteuse. C'est douteux. Là, pour du Thierry Breton, on est à 2 doigts des fourches, hein. Attention, là, il est vraiment, vraiment à donf. Je crois conclure que je ne peux plus exercer mes fonctions au sein du collège. Je démissionne donc de mon poste de commissaire européen avec effet immédiat. Sincèrement, Thierry Breton. Donc on parlait de Bayrou qui lâche des infos malgré lui, donc on est bien d'accord que là, ce que Thierry Breton est en train de nous dire, c'est que c'est Ursula von der Leyen qui choisit. Et que si elle n'est pas contente avec qui qu'on a proposé, elle appelle Macron. Oui, bien sûr, Macron, après, il deal. Mais il deal comme tu deals avec le mec qui vient de voir quand tu tiens un PMU, qui te dit si c'est soit c'est 5000, soit on casse tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, voilà, il négocie comme une victime, d'accord. Bon, c'est bien. Ce que tu comprends pas, Thierry, c'est que si Ursula, elle t'en veut, mais c'est parce qu'en fait, t'es permis tout seul comme un grand de menacer Elon Musk au nom de la Commission européenne. C'est pour ça. C'est parce que t'es devenu un rogue. Mais si, ils ont dit, il y a un article là qui dit que Thierry Breton, Ursula von der Leyen, comment ils ont écrit ça? Brussels accused its internal market commissioner of going rogue. Il est devenu rogue. Il est parti en couille. C'est un gangster, c'est un rogue. Il est biclassé voleur. Bon, ça on avait vu, mais c'est un roublard. Il est parti en solo. C'était une mission, c'était un 1v1. Il a dit Elon Musk is my man. Il a déboulé dans la ville comme ça, comme dans un western. Et il est devenu rogue. On peut plus le croire. Il est devenu fou en fait, Thierry Breton. C'est un malade. Il était ingérable quelque part. C'est trop une caïra, Thierry. Ils ont pas pu. Il est rogue. C'est incroyable. C'est fou. Non, c'est fou. Bah oui, mais le problème, connard, c'est que l'Union européenne, elle dépend d'Elon Musk pour ses satellites. Et t'as pas de satellites. Bah non. T'as des avions, des bateaux, des relais. Mais t'as pas de satellites, Thierry Breton. Tu n'as ni satellite, ni amour-propre. Donc il y a un moment, c'est... Voilà. Alors, t'es sur orbite, ça je te le fais pas dire, mais on va pas te catapulter dans l'espace. Non, ne donne pas l'idée. Je te jure, il y a des gens qui sont motivés. Même moi, je le construis le truc. Donc là, voilà. Donc tire-toi avant que je change d'avis, hein, et tire-toi tout court. Après, pour les gens qui se félicitent dans le chat, je vous vois là. Attention. Je rappelle, moi ça m'inquiète. On a un nouveau gouvernement qui va arriver, une démission de Thierry Breton. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas être trop joyeux non plus. C'est comme... tu vois, Fourniret sort de prison, il y a des plages qui se libèrent en crèche.
Je suis attentif. Tu vois, voilà, il faut quand même avoir un œil qui fait attention parce que ça peut être compliqué. Après, Thierry, on retiendra quand même ton bilan, ton courage. Tu as essayé de faire changer les choses et je pense que c'est normal qu'on donne, comme on l'a fait à Bruno Le Maire, la parole à Thierry pour qu'il puisse défendre tout simplement son bilan. Et je trouve que c'est totalement normal. Donc laissons Thierry parler. On est la première démocratie du monde libre. Du monde libre. 2024, le monde libre, non mais c'est compliqué parce que déjà personne ne t'aime, déjà tu dois retrouver un boulot, si en plus tu dois retrouver un boulot dans les années 70, ça va faire beaucoup, hein. Même Macron là, je suis pas sûr qu'il puisse grand chose. À avoir mis en place une régulation de nos réseaux. Et du coup, tu t'es pas dit que si on l'avait peut-être pas fait, c'est peut-être parce que justement ça va pas vraiment avec le concept de démocratie du monde libre. Tu vois, si personne l'a fait avant, c'est peut-être pas toujours que t'es innovant. C'est peut-être juste qu'il y avait une bonne raison. C'est comme Bayrou il y a 2 minutes, tu vois. On est la première démocratie à avoir aboli le vote. On est des visionnaires, tu vois. Non, ça marche pas. Et donc, il faut que l'ensemble des plateformes qui ont la chance, et je le dis, de venir opérer en Europe, on leur offre cette possibilité. Tu offres la possibilité, c'est vrai. C'est toi, c'est Thierry Breton. Tu offres. Oh, Google. On dit merci. I'm Thierry Breton. C'est moi qui choisis. Ok, vous avez de la chance, Google, hein, que je sois gentil avec vous quand même. Hein. C'est aussi une possibilité qui est offerte, bien entendu, à nos concitoyens de pouvoir s'en servir. Tu nous offres rien du tout, fils de pute. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui nous offre la liberté d'être informé. Il faut qu'on dise merci ou quoi ? Elle a pas de la gueule, hein, cette première démocratie du monde libre. Elle laisse même ses citoyens avoir le droit de s'informer. Franchement, je sais vraiment pas pourquoi vous les critiquez. Ils sont comme ça, les mecs. Hein. Eh bien, il faut qu'ils respectent ces lois. Il faut qu'ils respectent ces règles. C'est compliqué, vous savez, une régulation sur l'espace informationnel. Si on est les premiers et les seuls à l'avoir fait, c'est que c'est pas facile. Non, c'est qu'encore une fois, c'est une idée de merde. Mais c'est absolument indispensable. Est-ce qu'ils ont contrevenu à ces règles ? Oui, et donc il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils s'adaptent, et ils le font. Et je tiens à le dire ici, tous le font. Alors, ils ont résisté, hein. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, je peux vous dire que j'ai fait l'objet de campagnes de lobby que vous pouvez imaginer. Ben non, on peut pas imaginer la campagne de lobby que t'as subie, Thierry Breton. On peut pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut en parler, là, des lobbyistes au Parlement européen, non seulement vous dites que ça n'existe pas, que circuler, il n'y a rien à voir, et qu'en plus de ça, vous traitez de complotistes tous ceux qui osent aborder le sujet. Donc non, en fait, on peut pas savoir les pressions des lobbies que tu as subies, mon pauvre loulou. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de pointer le doigt de là-dessus, on est l'extrême droite et anti-vax. Donc au bout d'un moment, non, désolé. Si tu veux qu'on soit un peu dans la compassion, faut lâcher 2-3 infos. Sinon, on va pas y arriver. Hein. Et donc du coup, Thierry Breton va être remplacé par Stéphane Séjourné. Mais Stéphane, ils ont mis le petit copain de Gabriel Attal, là, ça y est, ça va être lui qui va remplacer Thierry Breton. Il y connaît quoi ? Il y connaît quoi aux femmes Rick Hunter ? Non mais vraiment, il y connaît quoi aux relations internationales, Stéphane Séjourné, c'est pas son truc. C'est quoi les derniers trucs de quoi il a parlé ? Entretien avec le Premier ministre arménien. Oh merde ! La France est déterminée à accompagner ce pays ami dans la défense de sa souveraineté et la recherche de la paix. C'est vrai, vous allez nous accompagner ? On va où ? C'est super. Ah, mais moi, les voyages, tu sais, c'est dommage parce que la famille qui serait bien allée, mais ils n'ont plus de jambes. Donc, du coup, c'est. Non, mais attendez, c'est incroyable. Vous allez nous. C'est quoi ? Vous nous accompagnez dans la recherche de la paix ? C'est vrai ? On y va ensemble. Vous nous lâchez pas, hein ? Attention, hein, parce que c'est long la route, hein. Envoie des flingues. Non, mais vraiment, envoyez des flingues. Non, parce que pourquoi est-ce que l'autre taré, là, l'acteur cocaïnomane, là, il a le droit d'avoir des bombardiers et des chars, et que nous, même pas un paquet de clopes, il se passe quoi ? Il faut sucer Macron, en vrai, c'est ça ou pas ? Parce que, non, mais on le fait. C'est très patriarcal l'Arménie, mais là, on est dans la merde, là. Je pense que tu appelles le président, tu dis, je veux une turlute, c'est à 16h. En vrai, il suce Macron. C'est malheureux, hein, mais on le fait. Et on l'applaudit, tous les Arméniens l'applaudissent pour l'avoir fait. Si c'est ça la condition, franchement, envoyez un mémo. Hein. Demain, je me rendrai en Arménie, en Grèce, puis en Moldavie. La diplomatie française s'engage avec ses 3 partenaires en faveur de la paix, de la souveraineté en Europe et pour l'Europe. Hein ? Comment ça, vous vous engagez avec l'Arménie pour la paix en Europe ? Attendez. Nos familles sont en train de crever.
Et vous allez voir les gens et vous leur dites ça vous dit on fait une conférence sur comment ça peut être la paix chez nous? Parce que, allô, tu te réveilles ou comment ça se passe? Mais il est fou ce type! L'Arménie et la Moldavie parce qu'ils ont fait le choix de la démocratie. Oh, ça c'est bien. Et t'as vu, on a de la chance, on est des gentils bougnoules. C'est parce que nous on est des démocrates. Et si on n'était pas des démocrates, on n'aurait même pas eu le droit de parler de vos problèmes à vous. Ah bah dis donc. Oh bah dis donc. Alors ça, c'est un joli cadeau que vous nous faites, hein, Thérèse. Qui font face d'ailleurs à des tentatives de déstabilisation et des pressions inacceptables. Ah bah si c'est inacceptable alors, nom de Dieu de merde, c'est vrai, c'est des déstabilisations, c'est comme ça que t'appelles ce qui se passe en Arménie, c'est des tentatives de déstabilisation. Ça marche aussi pour la Palestine ou... Non, je suis con de poser la... Oui, ça marche pour la Palestine aussi, de la bagarre comme dirait l'autre. D'accord, c'est des tentatives de déstabilisation et une pression. C'est vrai que les 2000 tonnes de bombes... On sent la pression. Moi, j'ai des cousins, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu vois, la pression, j'ai fumé trop de clopes. Et bah ouais, c'est pareil. C'est une pression. Mais elle est inacceptable. Elle est inacceptable, la pression, quand même. Donc, La France se tient aux côtés de l'Arménie, un pays partenaire historique, un pays ami. Et notre soutien à son indépendance, son intégrité territoriale et son aspiration à la paix est indéfectible. Indéfectible, hein? Donc, envoie des flingues. Nous défendrons avec l'initiative France-Arménie les acteurs du soutien à l'Arménie. Waouh! Attendez. Vous allez défendre avec l'initiative France-Arménie les acteurs du soutien à l'Arménie? Vous allez vraiment faire ça? C'est-à-dire vous allez défendre avec une association, parce que tout seul vous n'êtes pas capable, les gens qui disent que c'est pas bien ce qui se passe là-bas et qu'il faut les aider. Pouh, bah dis donc! Hein, tu vas être parfait. En commissaire européen, tu vas être merveilleux, Stéphane. Je sens que là, on va vivre des moments incroyables. Et là, il reste plus que la prière. Mais d'ailleurs, puisqu'on en a parlé de prière, vous avez vu notre leader suprême qui va refaire les carreaux là. Il se lance dans le BTP là parce que c'est son truc. Et il va remplacer les vitraux de Notre-Dame. C'est officiel. Emmanuel Macron va remplacer et souhaite faire remplacer. Donc il a lancé vraiment une consultation. Donc il y a 8 projets là pour faire des vitraux modernes pour remplacer les anciens vitraux de Notre-Dame. Sauf que il vise les vitraux non détruits. Ah oui, ce qui interroge, c'est pourquoi on refait des vitraux de Viollet-le-Duc alors qu'ils sont en bon état, qu'ils n'ont pas été endommagés par l'incendie de la cathédrale, qui vont forcément être coûteux. Cet appel à projet va avoir un coût pour le contribuable. Et c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que ces vitraux n'ont même pas été affectés par l'incendie. Donc on va les ranger dans des coffres et puis ce sera fini. Oui, et alors il faut quand même préciser, en juillet dernier, donc, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui est composée quand même d'une quarantaine d'experts, hein, c'est pas 3 gus au coin d'une table, a même donné un avis défavorable à l'unanimité. Donc les 40 experts ont à l'unanimité rejeté la proposition d'Emmanuel Macron. Il est précisé d'ailleurs, selon les experts, que les principes contenus dans la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments, dite Charte de Venise, qui a été adoptée par la France il y a plus de 50 ans, recommandent de ne pas détruire et remplacer un élément classé comme les vitraux en question. Donc c'est une décision... C'est un fait du prince, c'est une décision d'Emmanuel Macron, une nouvelle fois, qui piétine non seulement la volonté populaire, parce que, à mon avis, l'écrasante majorité des Français sont à mon avis, pour qu'on préserve la cathédrale Notre-Dame de Paris dans son histoire, dans son patrimoine, dans son héritage culturel et architectural. Et puis, c'est la même chose que ce qu'on a vu lors des JO, lorsque M. Emmanuel Macron a décidé qu'il fallait que Aya Nakamura chante lors de la cérémonie d'ouverture. On ne lui avait rien demandé, il a fallu qu'il impose son choix. C'est une manie un peu d'ancien régime que nos présidents ont souvent, traditionnelle, de vouloir imposer sa petite décision, d'influencer le cours des choses. C'est assez lamentable, d'autant plus dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui de crise. En avant le Jésus drag queen, en avant le sensuaire LGBT, hein, et puis en avant le bouc. Hein, mais non, mais l'âne, mais c'est so année zéro, putain, foutez-moi un bouc, et puis voilà, puis ce sera parfait. Putain, et le pire, c'est que les mecs, ils avaient dit non. Hein. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. Mais non, mais bien sûr qu'ils vont pas faire ça, je caricature le truc. Mais de quel droit? De quel droit tu fais ça, putain? Macron, il faut que tu comprennes un truc. Ah oui, et pour tous les connards qui disent non, c'est pas vrai, fake news, c'est l'archevêque de Paris qui a demandé. Mais l'archevêque de Paris, il demande ce qu'il veut en fait. Déjà, qui me montre son compte en banque avant et après. Et deuxièmement, l'archevêque de Paris, ça lui appartient pas à Notre-Dame. La loi de 1905 est claire, tout édifice religieux construit avant 1905, c'est pour ça qu'on a des églises délabrées dans les petits villages partout,
elles appartiennent à l'État et l'entretien revient à l'État. Point à la ligne. Donc Macron, une fois pour toutes, il y a séparation de l'Église et de l'État en France. Cela signifie que la seule antiquité que tu as le droit de retaper, tu es marié avec, connard! Est-ce que tu comprends? Merci. T'imagines les vitraux des photos de Macron là, en Guadeloupe là? Ça va être bien ça. Non mais arrête. Tu veux laisser une trace dans l'histoire? Mes chers amis, tu as déjà laissé une trace dans l'histoire. C'était l'incendie de Notre-Dame en fait. C'est con, hein. C'est con. Il y a un beau paquet de merde aussi à côté. Mais elle est déjà laissée ta trace. C'est juste une grosse trace de merde. C'est ça le truc. Parce que voilà. Mais bon, maintenant, on a quand même d'autres cérémonies en France. On a des cérémonies républicaines qui nous font oublier tous ces vieux édifices du passé. Nous avons la religion de la République et nous avons ce qui est son plus grand hommage, son plus grand culte. C'est la cérémonie des JO. Ça y est, cette connerie est finie. C'était la conclusion des Jeux paralympiques avec une nouvelle cérémonie. Donc ils avaient mis tout le monde, hein. Ils avaient mis, il y avait notre président, puis derrière il y avait tous les champions, donc le champion d'escrime, le champion de natation, le champion de boxe, le champion de la récup aussi, hein. Le chef de l'État Emmanuel Macron qui est devant cette flamme du soldat inconnu comme tous les 11 novembre, comme tous les 8 mai, mais cette fois il n'est pas entouré de militaires, il est entouré de sportifs. Vraiment le manque de décence absolue du truc, de A à Z. Ils sont allés allumer la flamme du soldat inconnu, ce qui se fait tous les jours en France à 18h, mais quel est le rapport avec les JO, ça faudra qu'on m'explique. En tout cas, la télé, ils ont été gentils, hein. France 2, ils ont été sympas, ils ont couvert le truc, ils ont mis des plans drones et tout. Moi, franchement, j'aurais envoyé un stagiaire avec un iPhone, hein. Parce que, honnêtement, par vengeance, bien sûr, parce que la petite sauterie, là, sa connerie, là, ça nous coûte 5 millions d'euros. Et il a décidé de les prendre dans les caisses des subventions aux services publics audiovisuels. Donc, moi, franchement, j'aurais pas été cool, hein. Non, ils ont mis le budget, il y avait le porteur maquet. Donc, le porteur maquet, c'est Libération. Ils ont dit il y avait le porteur maquet. C'était un... Je sais pas qui c'est, il est maqué avec on sait pas qui. C'est avec le robot peut-être, si, parce qu'en plus il y avait un robot. Mais cette cérémonie-là, c'était aussi l'occasion pour le CEO, hein, vous savez ce que c'est maintenant que vous avez regardé la vidéo de Romain Molina, le comité international olympique a décerné la coupe olympique, et j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a eu quand même des très très grands sportifs cette année, et j'aimerais bien savoir qui a eu la coupe. Le comité international olympique a décidé de décerner la coupe olympique. À vous, le vainqueur des Jeux olympiques, le peuple français. Merci la France. Attends, le peuple français? Ils nous ont décerné la coupe? Ce turbo niveau de démagogisme, c'est pas vrai, j'en ai mis partout, putain. Vous avez fait ça? Vrai, c'est bon là, on a vidé les caisses, on vous a endetté pour 15 ans, on a tout pris. Tiens, file-leur une coupe en plastoc. Non mais c'est vrai. Une coupe en plastoc là, à 65 millions, il va pas nous rester grand chose. C'est nous qu'on a la coupe. On en avait besoin, la précédente était pleine. Après je dis merci, moi j'ai rien reçu, mais j'étais pas là en même temps, hein. Mais... D'un autre côté, ceux qui ont participé à l'enculerie comme bénévoles n'étaient pas là non plus, hein, pour certains d'entre eux. Cassandre, vous avez été, vous, bénévole, hein, sur le rugby. Est-ce que vous allez défiler sur les champs demain? Et malheureusement, non. Comme un bon nombre de volontaires, on n'a pas eu cette chance d'être tirés au sort. Ah, il y avait un tirage au sort, en fait. C'est même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, donc voilà, vous allez regarder ça devant la télé, et j'imagine que c'est effectivement une grosse déception pour vous. Vous auriez aimé y être, évidemment, Cassandre. Oui, comme tout le monde, on aurait aimé y être pour terminer cette magnifique aventure. C'était ça tous ensemble. Enfin, elle n'a pas fait ça pour rien, elle a fait ça pour la grandeur de la France et du robot, accessoirement. Après, tu pouvais regarder la cérémonie de loin aussi, hein, t'étais pas obligé d'avoir une place, mais c'était pas le même son. Pour l'universel, ensemble, aujourd'hui encore. Oui, quelle histoire. Mais tu fais quoi? Pourquoi tu parles avec une voix comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour Diffoul?
Mais ça va pas du tout, mec. Pourquoi il parle avec une voix à la con? Il est en réverb. On dirait qu'il est en voix off. Et c'est pour cette histoire, notre histoire, que nos athlètes vont à présent être décorés. Il ne parle pas. Le niveau de narcissisme. Il met sa propre voix off de lui-même. Et il arrive comme ça. C'est extrêmement malin. Hein. Mais si, parce que dès que les gens voient sa gueule de cul, ils ont envie de le huer, de lui balancer des patates. Donc forcément, si t'as un décalage entre le moment où il jacte et le moment où il arrive et que t'arrives à gratter 3 secondes, tu peux peut-être avoir 3 secondes de Macron qui jacte sans se prendre des fraises sur la gueule. Pourquoi il sautille? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il sautille? Pourquoi il sautille? Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est un enfant au parc d'attractions. Tu l'as sniffé la flamme du soldat inconnu? Pourquoi il saute devant des handicapés, ce crétin? Non, pas le public, les athlètes. Pourquoi il fait ça? Maman, t'as vu, il y a des gens dessus que sur scène, oui. Mais pourquoi tu te retournes? Il check l'ambiance. Il check l'ambiance, enculé. Alors, toi, ils vont pas sauter. C'est à ça d'une Jean-Luc Lahaye, enfoiré. Non, je parle pas de sa vie sexuelle, je parle de tout le monde debout, au fond, là-bas, vous connaissez la vidéo. Eh bien, ces images des plus belles gaffes de la télé, nous les avons retrouvées. Ce jour où il n'aurait vraiment pas dû ouvrir la bouche. C'est un sujet très cruel de Yann Brémond. Nous sommes le 7 décembre 1996. Le chanteur François Fellman, ancienne gloire du top 50... Je lèverai des foules et des armées de rebelles. J'ouvrirai l'océan, je déchirerai le ciel. Et l'invité du 10e Téléthon, afin de recueillir des dons, mais aussi de divertir les enfants malades présents sur le plateau. Le chanteur, qui vient d'interpréter un best-of de ses chansons, se fait acclamer par le public qui, conquis, en redemande. C'est alors que François Fellman va commettre une incroyable maladresse. Claude vient nous rejoindre, on va faire Joupa ensemble. Tout le monde debout, là-bas. Ces quelques mots improvisés mais mal choisis face au public du Téléthon jettent un grand froid sur le plateau. Tout le monde debout, là-bas. Et malgré une tentative immédiate du chanteur de faire comme s'il s'adressait au public du balcon, le malaise est très présent. Je croyais qu'il fallait pas le politiser, moi, le sport. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Mais bon, c'est normal qu'il le politise parce que... Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai un peu la même analyse que Zemmour là-dessus. Enfin, en tout cas, je pars d'une base d'un truc qu'il avait dit qui est pas con. Je pense que le vrai regain de morale dans la population pendant ces JO-là, qui a été réel, hein, qui a été vraiment des scènes qu'on n'a pas vues, des flics qui font du skate avec des jeunes, des gens qui sont contents, qui sont dans la rue, etc., ne peut pas être expliqué que par un nombre anormal de médailles d'or. Tu vois ce que je veux dire? Non. À la limite, tu me dis, l'équipe de France est championne du monde, Black Blamber, un Algérien qui plante 2 buts, la France est en liesse, on est champion du monde, c'est la première fois. Je me dis, il peut se passer un truc, tu construis tout un machin autour de ça, c'est la victoire idéologique d'une génération, c'est plein de choses. Mais là, c'est une très belle victoire sportive. Mais là, je ne crois pas que ces JO soit suffisant à expliquer le regain de morale qu'il y a eu chez les Français, qui sont, je le rappelle, le peuple le plus gros consommateur d'antidépresseurs d'Europe ou du monde, je ne sais plus. Je pense que justement, et Zemmour avait raison là-dessus, je crois, il dit c'est justement parce que je crois que les Français, pendant 1 mois, on leur a offert une pause avec la politique. Et que les Français n'en peuvent absolument plus de la politique. Et je pense que si Macron a essayé dans les derniers instants, alors qu'il avait dit... Je politiserai pas ce truc-là, de se mettre sur tous les plans, de se mettre au premier plan devant les athlètes, d'être filmé H24. La cérémonie de fin, 1 plan sur 3, c'était un contre-champ sur la torgne d'Emmanuel Macron. C'était insupportable. C'est parce qu'en fait, je crois qu'il veut, par sa présence politique, faire croire que ce regain de confiance chez les Français est dû à un moment politique et est dû à son action politique et certainement pas à un retrait de la politique. Ah mais putain, du coup, il y a Amélie qui s'en va aussi. Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce qu'elle a au moins eu la décence de nous dire au revoir? Peut-être pas avec la délicatesse de Bruno Le Maire, mais au moins elle nous a dit un petit truc, parce que là c'est fini, il n'y a plus de raison de la garder. Donc normalement on devrait être bon. Attends, Amélie... Non, ah qu'il y a eu des Ils ont pas fait ça. Regardez ce qu'ils ont fait.
Mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Ils lui ont mis un petit sweat. Ils lui ont mis un petit sweat à la bourgeoise. Ils lui ont mis le petit sweat à capuche. Attention, un petit Amélie. Le petit pivert. Ils lui ont mis un petit sweat. Elle n'a même pas le droit de choisir comment elle s'habille. Oh là, oh non, c'est dégueulasse de faire ça. Ils lui ont mis un sweat. Oh, c'est absolument incroyable. Oh, c'est trop choupi. Ouais, attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors justement, vous dites qu'il y a eu des passages un petit peu durs, je vous cite, depuis votre arrivée au gouvernement, c'était en 2022, lors de la réélection d'Emmanuel Macron. Est-ce que justement vous avez des regrets? Je pense à votre passage éphémère, notamment au ministère de l'Éducation nationale, où cette baignade, cette séquence de la baignade dans la Seine qui a été parfois un petit peu moquée. Est-ce que ça, ce sont des regrets ou pas? Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup de chance qu'on me confie ces responsabilités. Pas du tout. Pas du tout. Amélie, allez, instant Bourdieu. Ça n'a rien à voir, de près ou de loin, avec de la chance, Amélie. Il faut que tu le comprennes. Ça n'a strictement rien à voir, de près ou de loin, avec de la chance. Tu étais destiné à faire ça à ta naissance. Tu étais programmé à administrer ces JO au premier coup de rein de ton père à l'arrière de l'Axantia. Est-ce que tu as compris ou pas? Non, ce n'est pas de la chance. Ou alors, il faut choisir aussi. Parce que vous passez votre journée à nous expliquer H24 que c'est la méritocratie, que quand on veut, on peut, il suffit de traverser la rue. Par contre, quand il vous arrive un truc exceptionnel, ah voilà, vous avez eu du bol. Choisissez, merde, ça devient désagréable. Et j'y ai vécu des moments importants. Il y a eu, oui, des moments qui étaient difficiles, qui resteront comme une forme de blessure. Oh non, il est blessé, petit furet. Oh non, Amélie avec son petit bec. Oh non, c'est triste. Mais putain, elle m'excite, c'est chaud. Je crois que ce qui est important, c'est pour moi d'avoir dit à la communauté éducative mon respect. Mais tu pouvais pas le faire de chez toi, ça? Témoigner le respect aux gens. Hop, un timbre, une lettre ou un SMS, un Google, je m'en fous. Tu leur envoies un mail. Tu veux dire, mais il fallait qu'on te donne 8000 balles par mois pour que tu dises merci à des gens? C'est cher, hein. À tous ces personnels de l'éducation nationale qui ont une mission tout à fait essentielle. Voilà, l'école, c'est un trésor pour notre République. Bien sûr que c'est un trésor. C'est pour ça que vous l'avez pillé, hein. Donc, il faut qu'on continue tous ensemble à la porter. Moi, j'ai un immense respect pour tout ce qui est construit par cette communauté éducative. Et puis, on est dans un moment de rentrée scolaire, donc j'ai une pensée pour tous les élèves, j'ai une pensée pour tous les parents d'élèves. Oui, mais encore une fois, on en a marre de te payer pour penser à des gens. En fait, en République, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur 1905, les seules personnes qu'on paye pour penser aux autres, c'est les curés, et ça s'appelle la prière. Et je suis sûre que les choses iront bien. C'est vrai, ça va bien aller. T'es sûr que ça va aller? Ouais, grave. Tu me fais tellement penser à Virginie Pinel, c'est incroyable, quoi. Virginie Pinel, c'était une meuf que j'avais sauté en 3e. Tu sais, un peu une punk à chien, tu travaillais toujours, elle était foncée. Elle était sous LSD en permanence. Et, ça va bien se passer, c'est joli. Ça. Bon, après, voilà, c'est une fille de bourgeoise, elle fait sa vie. Mais c'est vraiment, tu me rappelles Virginie, c'est fou cette histoire. Tu sais, il y a un petit côté meuf sous acide, fin de fête de l'UMA. Tu vois ce que je veux dire? En plus propre. Ah oui, non, autant pour moi, pas en plus propre. C'est vrai qu'elle s'est baignée dans la Seine. Donc il n'y a pas de regret par rapport à ça? Non, et vous savez, quand je suis allée partout dans la France, notamment à l'occasion du Relais de la Flamme, j'ai eu que des gens qui étaient admiratifs de ce que j'ai fait. Amélie, ces gens qui sont admiratifs de ce que tu as fait, est-ce qu'ils sont avec nous dans cette pièce? Parce qu'ils n'étaient pas dans les urnes. C'est pour ça que je pose la question pour savoir, parce que moi je les ai pas vus. Donc... Non, mais vraiment, ouais, il va falloir nous dire, hein. Les produits que vous avez mis là pour nettoyer la Seine, hein, parce que t'en as trop pris, gros. Hein. La députée Christine Ergan a été interpellée sur l'autoroute pour avoir utilisé son téléphone au volant. Lors du contrôle, les gendarmes ont découvert que son permis était invalide depuis 2009 et que son véhicule présentait un défaut de contrôle technique, ce qui a conduit à son immobilisation immédiate. Après avoir précédemment évoqué des confusions entre ses cartes bancaires et professionnelles pour avoir utilisé des frais de mandat à des fins personnelles, Christine Ergan parle cette fois-ci d'une erreur administrative. Christine, tu veux pas rejoindre le nouveau gouvernement là? Parce qu'il y a des places à prendre et t'as le profil, hein. Après, attention, hein.
C'est pas une racaille, elle a obtempéré. C'est vrai qu'elle aurait pu faire pire. Elle aurait pu partir en drift sur une roue arrière et croiser 3 gendarmes et 2 gamins. Tu vois, on sait se tenir quand même au Rassemblement national. Non mais c'est incroyable. Gardiennage de chiens, site de rencontre et funérailles, 10 000 € de dépenses personnelles. Elle paye son mythique avec ton fric. Quand vous dites site de rencontre et funérailles par contre, c'est pas dans cet ordre-là. Non, parce que sinon, ça se trouve, le dossier pue beaucoup plus que ce qu'on pense. Hein. Si ça se trouve, elle avait peut-être des difficultés financières. Hein. Est-ce qu'on a un truc sur ça? Avant, je faisais garder mes 2 chiens du mardi au vendredi. Maintenant, je ne reste plus que 2 jours à l'Assemblée, regrette-t-elle. L'ancienne cadre commerciale assure, en effet, faire de larges efforts financiers depuis son élection, puisqu'elle gagne moins bien sa vie qu'avant et qu'elle a perdu en pouvoir d'achat. Merde! Tu peux pas faire garder tes clébards à 5 900 par mois. Oh putain! Bah tu vois, j'ai été de mauvaise foi. Elle a vraiment des problèmes de thunes. J'ai perdu en pouvoir d'achat, explique la sexagénaire propriétaire d'une résidence secondaire en Bretagne qui, en plus de ses indemnités de député, 7 637,39 € bruts par mois, reçoit aussi un traitement de conseillère régionale des Hauts-de-France. Ce qui implique que la représentante RN touche chaque mois, d'après nos estimations, 8 434,85 €, soit le maximum que tu peux avoir. Malgré cette rémunération, la députée déplore devoir prendre à sa charge des frais qu'elle ne peut pas rembourser avec son compte AFM, lequel serait régulièrement à sec. 5 000 € de frais, je n'y arrive pas. L'enveloppe qu'on nous donne, je trouve qu'elle est très très short. C'est pas du tout rentable. Mais rentable, mais c'est pas fait pour être rentable. Non mais vraiment, hein, faut pas hésiter. Si c'est trop difficile, faut pas hésiter. Toute l'équipe, tout le monde, tous les politicards. Si vraiment vous avez des envies qui vous chatouillent de reconversion professionnelle, n'hésitez pas à le faire. Non mais vraiment. T'as pensé à faire de la télé ? C'est pas pour taper sur le physique, mais on te met un bras dans le cul, on anime comme ça, t'as directement la tête de ta marionnette au guignol de l'info. Y a pas de travail à faire. Bisous tout le monde. Je suis fatigué et je suis content, à mon âge, de tenir encore la distance. Ciao.